Ali Benarabia, avec Jonathan Macardy avec vous sur le hashtag RMC Live. Vous êtes très nombreux. Il y a également du rugby ce soir, quart de finale du Challenge européen. Paul Lafitte suit le match entre la section paloise et le Stade Français Polo. Et avec la victoire finale sur le fil de la section paloise qui se qualifie donc pour les demi-finales de cette Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Une victoire au forceps 35-32. Les Parisiens qui auront joué le coup jusqu'au bout, qui auront fait la guerre jusqu'au bout, menacés par la relégation en top 14. Eh bien, ils ont brillé ce soir sur cette pelouse du Havre. Ce n'est pas suffisant pour s'imposer. Les Bernais seront donc en demi-finale face à Édimbourg ou à Cardiff. La rencontre se disputera demain. Et si Édimbourg s'imposait à domicile, eh bien la demi-finale aurait lieu ici même au Stade du Hameau dans 3 semaines. Victoire finale donc des Palois face aux Parisiens. On rappelle le score 35-32 ici au Stade du Hameau. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Paul. Et Newcastle qui a battu Brive 22-10. Ça a arrangé le Stade français non plus de ne pas gagner parce qu'ils sont focalisés surtout sur le maintien, beaucoup plus sur la Coupe d'Europe. Sinon, ça leur aurait fait encore des matchs. Il y avait également de la Ligue 2 ce soir, 31e journée de Ligue 2. Alors en Normandie, au Stade Océane, Quevilly-Rouen a remporté le derby face au Havre, victoire 2-0. Et il y a eu des incidents en fin de match. Christophe Lécuyer qui a suivi ce match pour nous est en direct dans l'after. Salut Christophe. Bonsoir messieurs, bonsoir. Salut Christophe. Alors Christophe, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé en fin de match. Il y a eu un envahissement de terrain de la part de supporters de Duhac, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Fin de match très tendu ici au Stade Océane. Alors, ce qui s'est passé, succinctement, voilà, c'est que QRM menait 1-0, un but marqué en tout début de match. Et ce qui a déclenché le début des événements, eh bien, c'est ce deuxième but marqué par Mamilone à la 85e minute. Et là, déjà, au moment de ce deuxième but, certains supporters du HAC ont tenté de pénétrer sur la pelouse, mais rapidement contenus par les stadiers du Havre. On craignait évidemment la réaction de ces supporters havrais au coup de sifflet final de Monsieur Castro avec cette victoire de QRM. On rappelle que c'est un derby, évidemment que c'est un match en jeu pour des Havrais qui se devaient de gagner pour continuer à espérer à la montée en Ligue 1. Et finalement, au coup de sifflet final, eh bien, les Havrais sont rentrés tranquillement au vestiaire. Les supporters étaient relativement calmes jusqu'à ce que les joueurs de QRM, qui eux étaient restés sur la pelouse pour aller évidemment célébrer leur victoire avec les supporters, eh bien ça a déclenché un nouveau mouvement de colère des supporters du Havre qui se sont sentis un petit peu provoqués et qui là ont réussi à pénétrer sur la pelouse. Alors une centaine au départ, puis 200 à 300 supporters qui ont voulu en découdre en fait avec leurs homologues de QRM et les joueurs de QVI qui, comme je vous le disais, étaient restés sur la pelouse. Heureusement, les CRS étaient situés à proximité. Ils étaient une cinquantaine, les CRS. Ils sont aussitôt rentrés sur la pelouse. Ils ont réussi à repousser les supporters havrais, mais vraiment cette fin de match qui s'est déroulée dans une atmosphère très 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 tendue ici. On a évidemment posé la question tout à l'heure à Oswald Panchaud, l'entraîneur du HAC. Les supporters du Havre ont demandé sa démission. D'ailleurs, ce soir, en seconde mi-temps, il a tenu, lui, à relativiser, à saluer quand même le bon match de son équipe qui, c'est vrai, a tiré 14 fois au but ce soir, qui a cruellement manqué de réussite et d'efficacité. Mais malgré ça, il faut bien avouer que la saison s'annonce quand même très longue du côté du Havre. Merci pour ces indications, Christophe. Merci, bon retour, Christophe. Merci, messieurs, bonsoir. Merci. Salut Christophe. Incompréhensible. C'est vrai que la Ligue a du taf en ce moment. Non, mais c'est pas ça. Les supporters qui sont un peu disciplinés. Incompréhensible l'intelligence des joueurs de Quevilly-Rouen en sachant qu'il y avait déjà eu un peu de débordement, retourner sur la pelouse pour aller saluer alors que tu sais que ça peut mal se passer ou envenimer la chose. Ça, j'arrive toujours pas à comprendre et que même l'entraîneur et les dirigeants disent vous restez dans le vestiaire, vous ne bougez pas, ça se passe pas trop bien, on va laisser que tout se calme tranquillement. Non, il les laisse repartir sur la pelouse. Je vais vous donner mon avis tranché, messieurs, et ça n'a rien à voir avec la finale de la Coupe de la Ligue 2 entre le PSG et Monaco. C'est l'exclusion de Marcelo Oliveira qui leur a un peu facilité la tâche. J'avais oublié cette histoire, c'est merveilleux. Ça fait tâche. Et ben moi, ça concerne l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui joueront demain et dimanche. Alors demain, il y a aussi donc Dijon-Marseille. Dimanche, il y a Lyon-Toulouse. Alors c'est vrai que ça a l'air facile comme ça quand tu regardes face à deux équipes qui jouent le maintien, même si Dijon est un peu plus peinard que Toulouse. Sauf que l'OM va jouer l'une des meilleures équipes à domicile de la saison. Dijon, c'est la 4e meilleure équipe à domicile cette saison en championnat. Lyon va jouer en mort de faim et surtout, il y aura beaucoup d'absents de part et d'autre. Alors à Marseille, on l'a appris ce soir, Sakai est blessé. Amavi en plus est suspendu. Ça veut dire qu'il y a une grosse incertitude pour le couloir gauche de la défense. On parle d'Ocampos, voire d'Abdenour également dans ce couloir de la défense. L'OM qui a pas mal de doutes ces derniers temps défensivement. Ça fait 8 matchs qu'ils encaissent au moins un but par match les Marseillais. Abdenour ou Ocampos, ouais.
dans le couloir gauche très certainement. Le petit Thauvin Roca, est il est forfait apte, lui hein, aussi. Et même Bedimo, il est apte. Il y a les problèmes défensifs, mais Thauvin est forfait lui aussi. Du côté de Lyon, il n'y a pas de Fekir, il n'y a pas de Mariano. Édouard G a calculé, fois Édouard G. Les 2 fois où les deux ont été absents cette saison en même temps, il y a eu 2 défaites pour Lyon. C'était face à Montpellier, c'était face à Caen en Coupe de France également. Lyon qui va jouer à domicile. Alors on peut se dire c'est un avantage, sauf que Doudou a calculé là aussi. Ils ont perdu 16 points à domicile cette saison en 14 matchs, c'est énorme. Il y a beaucoup de matchs d'ailleurs où ils ont mené et ils se sont fait reprendre également. Moi, mon avis, c'est que la course au podium ce week-end, elle ne se jouera pas à qui sera le plus fort, mais à qui sera le moins faible. Et le moins faible peut gagner gros ce week-end. C'est vrai que c'est un peu curieux finalement, ces 2 gros favoris. Et ce week-end, on a l'impression qu'ils ne le seront pas forcément, Lyon et Marseille. Ouais, attention, il faut faire attention parce que Dijon est très bien à domicile. Marseille est dans l'obligation de prendre des points puisqu'ils ont perdu contre Lyon. Donc c'est ça qui peut plus leur mettre la pression que s'ils avaient battu Lyon. C'est surtout ça. Et Lyon, par contre, maintenant, ils n'ont plus le droit au moindre match nul à Lyon. Là, jusqu'au bout, il faut absolument qu'ils prennent les 3 points s'ils veulent avoir une chance de passer devant Marseille. Mais tu sais, moi je me souviens, on avait eu des débats ici dans l'after, on n'était pas forcément d'accord. Beaucoup disaient que, notamment Marseille qui a du mal face au gros, allait très certainement perdre le championnat face au gros justement. C'est souvent les matchs de fin de saison comme ça face à des équipes qui ont l'air faciles. C'est les matchs qui puent quoi. C'est les fameux matchs pièges. C'est effectivement le match contre Dijon va être compliqué. C'est pas tant l'absence de Florent Thauvin qui m'inquiète parce que je pense que le potentiel offensif marseillais est suffisamment large pour marquer des buts, et de qualité pour marquer des buts. En revanche, c'est vrai que ça cause un vrai problème parce que tu as une vraie faiblesse, enfin une faiblesse non, parce que t'as 3 latéraux qui sont d'un très bon niveau, je pense. Bounassar, Hiroki Sakai et Jordan Amavi. Ces 3 latéraux qui donnent satisfaction. Et le problème, c'est que, par exemple, là, il y a une tuile et Bedimo, on va pas le ressortir du congélateur comme ça parce que ça serait un petit peu risqué. Le petit Roca que je trouve Rudy Garcia, apparemment, il a peur de le faire jouer. Il y a Bouba Camara qui peut éventuellement jouer latéral, mais au poste de latéral droit. Et encore, c'est pas son poste. Et Garcia l'utilisé en sentinelle. Écoute, moi, c'est vraiment sur les côtés que ça m'inquiète. Dijon, justement, sont pas trop mal sur les côtés en plus. Voilà, c'est la petite point d'inquiétude. Après, quand on regarde les forces en présence, quand on regarde qui va jouer, Marseille se doit de gagner. 4e à domicile, Dijon ou pas, Marseille se doit de gagner. Et si Marseille ne gagne pas, c'est une très 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 grosse contre-performance. Et donc ça serait pas perdre gros ou gagner gros. Enfin, ça serait pas perdre gros. Ça serait juste, si tu gagnes pas contre Dijon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Tu peux pas aller spécialement chercher la 3e place si tu vas pas t'imposer à Dijon. Non mais attends, Dijon à domicile, à l'extérieur, je crois que c'est la pire. D'ailleurs, c'est la pire défense du championnat tout court. Mais à l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. C'est l'une des pires attaques. Mais alors à domicile, les mecs ils sont chauds, quoi. Ah non, à domicile, c'est pas quelque chose. Ils jouent bien, ils se créent des occasions contre les petits et les gros à Dijon. Et c'est ça qui est important. Mais Marseille, on le voit souvent, a cette faculté contre les petits à les attirer parce qu'ils se disent regarde, on peut quand même bousculer cette Marseille. Et c'est là qu'ils en profitent. Bon. Ils en profitaient surtout avec notre ami Thauvin qui claquait but sur but. Là, il faut que les autres prennent vraiment le relais jusqu'à la fin de saison. Je pense que le retour en forme de Payet arrive à point nommé pour justement prendre le relais d'un Thauvin qui est un petit peu émoussé. Mais Ali, t'as tout dit, si t'es pas capable de battre Dijon, tu vises pas la 3e place. Tu la mérites pas parce que on a vu Monaco, ça pour moi, ça veut rien dire. Non, mais si Dijon, les mecs, ils sont 4e à domicile et que voilà, ils ont fait des résultats. Oui, mais c'est des moments importants, Nico. Ça veut rien dire. Non, mais Nico, le championnat, le principe, c'est que c'est sur une saison. Oui, non, ça oui. Mais là, on le sait très bien. J'ai vu beaucoup d'équipes être très bons. On l'a vu, des Caen, des Angers, ça et tout. Mais c'est toujours dans les 5-6 dernières journées que tu vois les gros. C'est là que les gros ils apparaissent, c'est là qu'ils s'imposent. Même si Dijon va gagner tous ses matchs avant à domicile, c'est en général là aussi que les petits perdent des points à domicile. On poursuit ce débat dans quelques instants. Il faut qu'on file. On sera avec Lionel et Faisal qui nous a appelé au 32-16. On vous attend également au 32-16. Dans quelques instants, on sera aussi avec nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair et David Lortolari. L'after revient juste après ça. Il bosse beaucoup, David, aujourd'hui.